Un nouveau témoignage d'abus sexuels vise un ancien vicaire finistérien. Depuis la médiatisation de l'affaire Bétaram, la parole se libère sur des faits datant parfois de plusieurs dizaines d'années. Et ce vendredi, le diocèse de Quimper organise une commémoration publique pour les victimes d'abus. Après des années d'omerta, l'Église fait face aux affaires. C'est notre focus de ce jeudi 27 mars. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. J'étais tombé sous son emprise, dit-il. Pour le Télégramme, Jean-Luc Perrotte a accepté de témoigner des abus qu'il a subis de la main du père B alors qu'il était jeune scout. Il a été reconnu comme victime par l'Église. Fanny Abivin et Didier Déniel l'ont rencontré. Il avait 11 ou 12 ans à l'époque des faits. Fils d'un médecin généraliste et élevé par des parents croyants, Jean-Luc avait plus jeune déjà été agressé par des religieux lors de colonies de vacances. Pour autant, ce sont les agressions commises à Châteaulin lors de camps de scouts qu'il qualifie aujourd'hui des plus marquantes. Des agressions qu'il a longtemps gardées pour lui et dont il n'a jamais parlé à ses parents. Lui, il s'occupait principalement du scoutisme. Ma mère m'avait inscrite au scoutisme et dès que je suis rentré comme louveteau, scout, tout de suite a commencé à jeter son dévolu sur moi. J'étais le meilleur, j'étais son préféré, etc. Et petit à petit, je me suis retrouvé flatté finalement de cette affection qu'il me portait. Je suis tombé totalement sous son emprise. Alors la première fois que j'ai été agressé par lui, c'était lors d'un camp scout à Landévennec. J'étais un enfant turbulent, il m'avait réprimandé, et il m'amène dans sa tente, et puis il commence à me sermonner sur ce que j'avais fait. Il commence à me mettre sur ses genoux, et puis ensuite essayer à me caresser sous mes vêtements. A commencé à m'embrasser, et comme je vous ai dit, ça a duré peut-être, je ne sais pas, j'étais tétanisé, les souvenirs ne sont pas aussi nets qu'ils pourraient être, et à ce moment-là, je sais que quelqu'un l'a appelé et qu'il a dû sortir, et moi je suis rentré précipitamment dans ma tente avec mes autres camarades. Cette agression marquait alors le début du calvaire pour Jean-Luc. Il sera agressé à d'autres reprises par ce même religieux, toujours dans les mêmes conditions et avec le même procédé. À l'époque, des rumeurs circulent et laissent aujourd'hui penser qu'il n'était pas un cas isolé. On en a un peu parlé entre camarades, et vraiment beaucoup de bruit. C'est pour ça je pense que d'autres enfants, je ne sais pas exactement combien sur Châteaulin, ont subi la même chose que moi et certainement pire d'après les bruits qui couraient. Demain, une grande journée de commémoration aux victimes d'abus est organisée à Quimper. Et dans le reste de la Bretagne, les paroisses mettent en place des mesures pour mieux recevoir et traiter les témoignages de violences sexuelles. Éclairage avec Hervé Chambonnière. En fait, il y a un vrai dispositif qui a été mis en place au niveau national il y a déjà quelques années, avec des déclinaisons dans chaque diocèse, à ce niveau de proximité que normalement les personnes qui se manifestent en disant avoir été victimes d'abus sexuels sont traitées ensuite. Tout est centralisé auprès d'une commission indépendante à Paris qui va collecter les témoignages, les instruire et proposer une réparation. Parmi les demandes qui sont formulées par les victimes, il peut y avoir effectivement le fait qu'il y ait une reconnaissance locale qui peut se traduire notamment par une messe. C'est ce qui a été demandé et obtenu pour l'une des victimes et qui s'est traduit par une messe à Châteaulin le week-end dernier. Énergie, à présent, un nouveau parc éolien offshore serait prévu en baie de Morlaix. Après celui de Saint-Brieuc, c'est un parc 2 fois plus important avec 110 éoliennes qui est prévu. Pour en parler, on reçoit en plateau Bruno Salin. Bruno, tu es reporter en développement durable au Télégramme et tu travailles sur cette affaire. Qu'est-ce qu'on sait en fait de ce projet pour le moment ? Bonjour Margot, tu l'as dit, 110 éoliennes au maximum de prévues pour ce projet. Il s'agirait de produire, d'avoir une puissance de production comprise entre 1,2 et 2 gigawatts. 2 gigawatts, c'est 4 fois la puissance du parc éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc. Ce qu'on sait, c'est que les éoliennes les plus proches des côtes seraient
positionné plutôt entre 15 et 16 km. Ce que l'on sait aussi, c'est que ce parc se déploiera, en tout cas dans la zone d'étude qui est envisagée pour le moment, sur 650 km². Alors en fait, cette zone, elle va être amenée probablement entre 150 et 250 km². En tout cas, c'est ce que prévoient les services de l'État. L'idée, c'est que ce parc il soit opérationnel en 2035 et que donc il fasse partie de l'appel d'offres qui sera lancé par l'État en début 2026. Et donc au sujet de cette taille, c'est toujours en étude et la région Bretagne a soumis sa propre étude à l'État pour mettre en avant certaines problématiques importantes. C'est lesquelles, en fait, de quoi ça parle ? Ce qu'on pressent, c'est qu'à travers cette contre-étude en fait, qu'a proposée la région Bretagne, c'est qu'elle veut aboutir au consensus optimum entre les différents acteurs de la mer, les pêcheurs, le monde maritime, le milieu du nautisme, et puis les associations de préservation de l'environnement. Donc l'idée de la région, c'est plutôt de dire ne prévoyons pas le déploiement d'un parc sur une zone trop réduite, qui ne laisserait pas suffisamment d'espace en fait, entre les éoliennes, pour précisément que toutes ces activités puissent cohabiter. Donc voilà, donc c'est une contre-proposition qui va sans doute être étudiée par les services de l'État et qui va venir enrichir probablement le dialogue. Merci Bruno. Et dans le reste de l'actualité, on vient d'apprendre que l'élu de Maël Carré, mis en cause dans l'épisode de violence qui se serait déroulé le vendredi 21 mars à la cantine municipale du village, a été placé en garde à vue ce jeudi après-midi. Elle est entendue au motif de violence sur mineur par personne ayant autorité. Dans le Morbihan, un restaurateur de Quiberon est mort dans l'incendie de son domicile à Saint-Pierre-Quiberon. Pendant la nuit de mercredi à jeudi, 36 pompiers se sont mobilisés pour éteindre le brasier. La charpente de l'habitation avait fini par céder au début de la nuit. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Carnac pour déterminer les circonstances du drame. Retour à Rennes. Hier, Monique, 73 ans, a été retrouvée battue à mort dans son domicile dans le centre-ville de Rennes. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un cambriolage qui a mal tourné. Le procureur de la République, Frédéric Teillet, a précisé qu'une enquête était ouverte pour vol et meurtre aggravé. Claire Stess, tu es journaliste pour le Télégramme et tu suis l'affaire depuis Rennes. Alors les enquêteurs pensent à un cambriolage qui a mal tourné. Sur quoi est-ce qu'ils vont pouvoir s'appuyer pour élucider ce crime ? Alors les enquêteurs là aujourd'hui ont plusieurs cordes à leur arc. Toute la journée hier, pendant de longues heures, il y a la police scientifique et technique qui a recueilli des indices, des traces ADN, des traces papillaires dans l'appartement, mais aussi sur les portes des jardins voisins parce qu'ils sont passés aussi par les jardins. Donc ils ont déjà tous toutes ces traces ADN et papillaires qu'il va falloir envoyer à l'Institut national des empreintes à Nantes et il faut que les auteurs du crime soient fichés au FNAEG. Peut-être que ça peut donner quelque chose. Ils ont également évidemment les témoignages des voisins, de l'entourage de la vieille dame. On a appris hier qu'il y avait une voisine qui avait fait des photos des deux fuyards. Voilà, alors c'est des photos de dos, mais peut-être qu'elle est capable de faire un portrait robot. Et puis, on a également quelques images de caméras surveillance, notamment des commerces voisins qui pourraient être analysés et pour essayer de faire leur parcours, etc. Et ce matin, également, le corps de la vieille dame a été autopsié et peut-être que là encore, ça donnera quelques indices pour mettre les enquêteurs sur la piste. Ille-et-Vilaine toujours, le tremplin, la plus grande boîte de nuit de la région à Montauban-de-Bretagne, près de Rennes, restera fermée jusqu'au 28 avril. Une décision actée par un arrêté préfectoral et motivée par la succession d'accidents graves à la sortie du club, liés à la consommation excessive d'alcool. Le gérant du tremplin, qui multiplie les actions de prévention contre l'alcool au volant, va faire appel de cette décision auprès du tribunal administratif de Rennes. Et puis ils viennent d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, d'Espagne ou encore des Pays-Bas. Et tous espèrent ravir la Coupe d'Europe de billard français à l'équipe douarneniste qui joue à domicile du 27 au 30 mars. On écoute Grégory Le Devantec, joueur du club breton, au micro de Lannick Stervinou. Déjà, on était très content d'en avoir gagné une puisqu'aucun club français n'avait réussi à la gagner. Donc après, depuis, c'est assez magnifique. À chaque édition, on se dit bon, ça va être dur de regagner. On a une bonne équipe, on a des bons joueurs. On a eu l'équipe de départ historique avec Raymond Schwertz et Pierre Soumagne qui nous a permis avec Pierre Soumagne d'avoir des contacts sur les meilleurs joueurs européens. Et ça fait 5 éditions de suite que ça dure. Donc voilà, espérons une 6e. Et puis on part à la rencontre d'un Lorientais qui rêve de mettre les voiles. Louis Hullet, un jeune père de famille passionné par la mer, a quitté Paris pour s'installer dans la ville au Ciport.
Employé sur un chantier naval, il s'est lancé depuis 1 an dans l'aventure de la Mini Transat. On l'écoute au micro d'Eva Thomas. Je m'appelle Louis Hullet, je suis père de 2 enfants et je travaille dans un chantier naval depuis août 2022 à Lorient. Depuis 1 an, je suis engagé en Mini Transat, en Mini 650 pour participer à la Mini Transat. En fait, si on reprend la base, j'ai toujours été très à l'aise et je me suis toujours bien senti sur un bateau. Et j'ai commencé par m'intéresser à la construction et du coup la construction navale. Les choix de vie ont fait que j'ai commencé d'abord à travailler à Paris. À la faveur d'un changement de vie perso marquant, c'est-à-dire un divorce, j'ai eu l'opportunité d'atterrir à Lorient. Je suis dans une ville où il y a beaucoup d'opportunités parce que je connais de réputation pour être passionné de course au large. Je connais les possibilités, les moyens qu'offre ce port, qui est un port d'ancrage, un port d'attache hyper qualitatif pour tous les projets de course au large. Je sais ce que ça représente. Forcément est venue à moi la question de la Mini Transat, que je connaissais de longue date, qui était un vieux rêve d'enfant, mais il faut être prudent avec ses rêves d'enfant parce que à certains moments on a plus des illusions en tête et des images préconçues toutes parfaites. C'est vrai qu'aujourd'hui je me sens à la bonne place et au bon endroit. Ça, c'est assez agréable de se dire que voilà, tout n'est pas parfait, le bateau est en chantier, il y a plein de choses à faire dessus, le travail est extrêmement intense, le temps a toujours l'impression de manquer, mais en fait j'ai la chance en fait d'avoir aussi d'être dans un cadre où il y a tous les ingrédients qui sont présents pour que je puisse m'épanouir, et ça c'est une vraie joie à partager. Donc très content d'être à Lorient et je pense que le cadre qu'offre cette ville justement est parfait pour dérouler ce genre de projet et garder une équipe familiale le plus sain possible. Et le prochain départ de Mini Transat est prévu pour septembre de cette année. Cette édition touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On vous retrouve demain à la même heure pour plus d'actualités. En attendant, vous pouvez aller sur le site internet du Télégramme ou sur TBO. Et bonne soirée.